On va essayer de se reconnecter avec Irina Vereshchuk, qui est vice-première ministre d'Ukraine et qui était avec nous en direct ce matin sur LCI. L'actualité ce matin, on vous le disait, c'est ces forces russes qui progressent à l'Est. On va y revenir. D'abord, madame, pour revenir à la question que Marie vous posait il y a un instant, merci d'être avec nous. Nous considérons que c'est une provocation de la Russie, ce qui se passe aujourd'hui à Tiraspol, ce qui se passe en Transnistrie, et nous voulons que le monde comprenne que nous sommes un pays qui se défend. Nous menons des combats de défense pour la survie de notre État et du peuple ukrainien. Par conséquent, les armes dont nous avons besoin de la part des pays de l'OTAN, ce sont des armes de défense. Nous n'avons pas l'intention de faire des provocations, nous reconnaissons l'intégrité territoriale de la Moldavie et nous agirons ensemble avec vous, chers représentants de France, mais aussi de l'OTAN, en tant que leader de l'OTAN. Qu'est-ce que ça changerait pour l'Ukraine si la Transnistrie tombait aux mains des Russes ? Nous devons bien évidemment renforcer nos frontières. Nous comprenons parfaitement leurs desseins. Ils veulent faire une mobilisation en Transnistrie, mobiliser les vieux et les jeunes pour ne pas déclarer la mobilisation en Russie. Mais vous comprenez que ces idées sont particulièrement claires et ils ne vont pas l'emporter. La Russie va perdre aussi bien en Ukraine qu'en Moldavie et dans tout autre État où elle a commencé une agression absolument illégale et infondée. Irina Vereshchuk, ce matin, la Russie met ses menaces à exécution et coupe le gaz à la Pologne et à la Bulgarie. Le géant pétrolier Gazprom suspend ses livraisons dès ce matin. Selon vous, est-ce une vengeance de la part de Vladimir Poutine contre deux pays de l'OTAN qui vous ont apporté leur soutien et à l'heure où l'Occident a renforcé son aide militaire à l'Ukraine ? Je pense que le Kremlin, une nouvelle fois, a sous-estimé les réalités du XXIe siècle et ce qui lui apporte les informations et les rapports analytiques, de nouveau, ont induit en erreur leur guide. Car la Pologne, depuis longtemps déjà, était prête à ce genre de provocation et comme nous le voyons, elle était prête et elle a des réponses même à apporter à ce comportement de la Russie. Ce qui prouve une nouvelle fois que ce genre de comportement de la Russie prouve que le gaz est une arme politique et aujourd'hui, personne n'aura de questions à se poser sur le fait que l'embargo est une sanction nécessaire pour arrêter le chantage et les provocations de la Russie en Europe. Vladimir Poutine a reçu hier le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce que vous attendez, vous, ce matin, de la communauté internationale, de l'ONU, dans le cadre de la guerre en cours en Ukraine ? Tout d'abord, je voudrais vous remercier, chers représentants du peuple français et en votre personne, l'ensemble du peuple français, pour le soutien que vous nous avez apporté et que vous continuez à nous apporter. Je voudrais également remercier les responsables de votre État, et en particulier le président Macron, qui a essayé directement d'aider, d'ouvrir les couloirs humanitaires depuis Mariupol. Je sais qu'il y a eu plusieurs appels téléphoniques passés à Poutine pour que les gens puissent être sauvés. Et je vous en remercie infiniment. En ce qui concerne l'ONU, nous avons reçu les informations de la part des représentants de l'ONU quant à la possibilité, l'accord obtenu sur le cessez-le-feu et l'ouverture d'un couloir humanitaire. Nous saluons cette décision et nous essaierons de l'appliquer. Mais, en tant que personne qui s'occupe en pratique des couloirs humanitaires, tant que cela ne sera pas la réalité, je ne peux pas dire avec assurance que même ce niveau d'accord obtenu entre le président Poutine et le secrétaire général de l'ONU serait efficace. Attendons de voir dans quelques jours si cela puisse se réaliser.
Irina Vereshchuk, la Russie a mis en garde contre le risque d'une troisième guerre mondiale. Quand on voit ce qui se passe en Moldavie avec cette série d'explosions, quand on voit que Moscou met ses menaces à exécution en coupant le gaz à la Bulgarie, à la Pologne, quand on voit la vitesse à laquelle ils avancent dans l'est du pays, est-ce que vous pensez que ce risque de troisième guerre mondiale est réel? Absolument. Plus que réel, la Russie veut enflammer le monde entier. Elle veut que d'autres peuples, d'autres pays soient en flammes. À l'évidence, la Russie essaiera d'obtenir ce qu'elle désire par tous les moyens dont elle dispose. C'est la raison pour laquelle l'Occident et le monde civilisé doivent comprendre cette réalité et d'arrêter Poutine. N'est pas attendre qu'il poursuive en Moldavie ou dans d'autres pays, n'est pas attendre qu'il privera l'Europe de gaz, du pétrole ou d'autres instruments qui pourraient être mis en œuvre, mais au contraire prendre les mesures qui pourraient arrêter Poutine, et seule cette solidarité permettra d'empêcher la troisième guerre mondiale. Madame la vice-première ministre, une question sur la situation à Mariupol. Sur un plan humanitaire, est-ce que les 100 000 personnes qui sont toujours dans la ville, ou certaines d'entre elles en tout cas, ont pu ou vont quitter la ville, soit dans les heures passées, soit dans les heures qui viennent? Ces 3 derniers jours, la Russie ne laisse partir personne, ni les personnes qui sont en voiture particulière, ni les colonnes organisées. Personne ne peut quitter la ville. La même chose concerne l'Azovstal. Ils tirent de manière ciblée sur les bâtiments de l'usine en tuant, en frappant les civils. Ils savent parfaitement qu'il y a là-bas 500 blessés, qu'il y a plus de civils, femmes et enfants qui sont réfugiés là-bas, et ils n'ouvrent pas ces couloirs de manière parfaitement consciente. Si la communauté internationale n'intervient, l'ONU, la Croix-Rouge internationale, ces gens vont périr. Nous ne pouvons pas nous entendre avec la Russie, car la Russie, de manière cynique, ment aussi bien à nous qu'au monde civilisé. Mais combien de temps les combattants russes qui restent encore à Mariupol peuvent-ils tenir alors que les Russes ont pris une majeure partie de ce port stratégique? Est-ce que vous avez déjà fait une croix sur cette ville? En aucun cas. Nous allons nous battre et encore nous battre tant que le couloir ne soit mis en place. Je pense que s'il y a des accords, et M. Guterres, qui sera demain accueilli, s'il confirme l'existence de ces accords, dans les temps les plus proches, nous pourrons ouvrir ce couloir et sauver au moins en partie nos civils de l'Azovstal. Sur l'ensemble du Donbass, encore une fois, sur ces questions humanitaires, quelle est la situation? Est-ce qu'il y a toujours des mouvements de population de l'Est vers l'Ouest de votre pays? Et si c'est le cas, de quelle ampleur sont ces mouvements? Malheureusement, dans la région de Luhansk et de Donetsk, les couloirs humanitaires ne fonctionnent pas. L'évacuation se fait sous les tirs ciblés de l'ennemi. Les gens se sauvent comme ils peuvent, mais il ne s'agit que de dizaines, peut-être des centaines de personnes, mais sûrement pas des milliers. Je vois des informations venant de la région de Luhansk lorsque l'ennemi tire de manière ciblée les quartiers d'habitation, justement là où il y a des abris. Il sait où les gens se cachent et il essaye de tuer le plus de civils, ne les laissant pas survivre et se sauver. Merci beaucoup, Irina Vereshchuk, vice-première ministre d'Ukraine, de nous avoir accordé cette interview, de nous avoir accordé de votre précieux temps. Et merci beaucoup à Irina Bonin qui a assuré la traduction en direct sur LCI. Merci.